nous allons ouvrir une première liste de questions. Si vous souhaitez avoir des précisions ou si vous estimez que certains points que vous auriez souhaité voir dans ce liminaire n'y sont pas, nous sommes à votre écoute. Donc nous allons prendre dans un premier temps une première série de 5 personnes. Vous voudrez bien donner votre nom ainsi que votre nom. Merci beaucoup. Le micro circule. C'est question que nous venons. Oui. Et bonjour, je suis Céphas, je travaille au journal numérique Klein Klein. Klein Klein, oui. D'accord, ça va. Ça va. On a votre nom. On continue. On va compléter la liste et puis après vous aurez la parole. D'accord? Il y a devant toi. Bonjour, je suis François de République of Togo. François de République of Togo. D'accord. Pour le moment, nous avons deux sur la liste. D'accord. Klein. S'efface. Merci beaucoup pour ce rendez-vous. Vous avez beaucoup insisté sur le découpage électoral. Effectivement, le découpage électoral est un problème très sensible. Depuis la nuit des temps, depuis que moi j'étais enfant, on en parlait. Au début des années 90, on en parlait au moment où les parlementaires n'étaient que 81 à l'hémicycle, on en parlait. Mais depuis, aussi, on a l'impression que vous êtes souvent hypnotisés, c'est à la veille des challenges électoraux que vous soulevez ce problème. Donc, pourquoi êtes-vous souvent en hibernation au moment où les élections sont terminées et que c'est le lieu de s'adonner à de telles revendications, de telles réclamations pour que vous puissiez avoir un recours. Nous sommes à la veille des élections et pour opérer un nouveau découpage électoral, vous savez que ça prendra un temps tellement fou. Donc, vous trouvez que c'est légitime de s'engager dans ce genre de parole d'honneur, dans ce coup de poker? Voilà un peu ma préoccupation. Merci beaucoup. Ma première question, j'aimerais savoir si le vide constitutionnel ou bien le problème que l'ANC estime avoir été créé par la fin du mandat du Parlement sans avoir organisé de nouvelles élections, est-ce que c'est un vide, est-ce que c'est un problème juridique ou c'est un problème politique? Puisqu'on a pu entendre des juristes, des constitutionnalistes qui ont dit qu'il n'y a pas de vide constitutionnel dans un État, qu'il y a toujours la continuité de l'État. Donc on voudrait savoir si c'est un problème politique ou c'est un problème vraiment d'ordre juridique. Deuxième préoccupation, dans la déclaration liminaire, l'ANC dit que, étant donné que le mandat de l'Assemblée nationale est échu, donc ils n'ont plus de légitimité, du coup le gouvernement n'a plus de légitimité. Au même moment, l'ANC réclame une série de choses de ce gouvernement. Pour les incendies, créer un cadre de discussion, organiser les élections, peut-être renouveler la CENI, seulement que l'ANC sera candidat. C'est les institutions là qui n'ont plus de légitimité et de légalité qui vont faire quoi maintenant dans ça? Si jamais l'ANC fait acte de candidature pour la CENI, n'est-ce pas que les délégués,
les agents de l'ANC à la CENI seront aussi illégaux, puisque étant élus par des institutions illégales. Aidez-moi à mieux comprendre. Merci. Bien. Donc, on va tenter de rendre ça très clair. Le premier intervenant du journal numérique Klein se demande pourquoi attendre la période électorale pour ressortir la vieille question du découpage électoral. Je crois que c'est ça. Vous appelez ça un baroud d'honneur, un coup de poker, etc. Bon, première chose, on n'attend pas la période électorale pour ressortir la question. On a toujours parlé du découpage électoral. Chaque fois que nous rencontrons des partenaires du Togo venus de l'étranger ou ceux qui sont ici, nous leur parlons de la question du découpage. N'oubliez pas que ça fait 12 ans. 12 ans. C'est depuis janvier 2011, donc ça fait 13 ans que nous parlons de cette question. La question que vous aurez pu vous poser, c'est pourquoi c'est toujours l'ANC qui parle de ça. L'ANC est le seul parti de l'opposition au Togo. Pourquoi on ne parle pas de ça? Pourquoi les autres ne parlent pas de ça? Pourquoi vous dites que nous, on en parle toujours en période électorale? Tout le monde peut parler de ça. On n'est pas les seuls Togolais préoccupés par la transparence et l'équité des élections. Donc, tout le monde peut parler de ça. Sauf si l'on considère que le découpage est équitable, correct. Malheureusement, nous avons démontré scientifiquement que le découpage n'est pas équitable. Et donc aujourd'hui, il est impossible de s'opposer sérieusement à un nouveau découpage. Mieux, nous avons saisi la Commission nationale des droits de l'homme sur la question. Après avoir pris des précautions, les précautions nécessaires, nous avons saisi la Commission nationale des droits de l'homme, qui a pour mission de promouvoir et de préserver les droits de l'homme. Parce qu'une personne qui pèse la moitié, un Togolais qui pèse la moitié du poids d'un autre Togolais en dignité est lésé dans ses droits. Donc il a la capacité de saisir la Commission nationale des droits de l'homme. Ce que nous avons fait, ça veut dire que nous sommes résilients, nous n'abandonnons jamais. Quand nous savons que nous avons raison, on peut nous opposer des choses, parce que ce que je ressens dans certaines interventions ou certaines critiques, c'est mais passer à autre chose. Non, on ne passera pas à autre chose. La preuve qu'on ne passera pas à autre chose, je vais vous citer deux textes. Le rapport d'investigation de la CNDH. La CNDH, lorsque nous l'avons saisi, a cru pouvoir rejeter notre requête au motif que nous n'avons pas
bien saisi. Ça veut dire la forme de la saisine n'est pas bonne. Alors la CNDH a étudié, examiné une requête présentée sur la même base par une association de la société civile, Front Citoyen Togo-Dogo. Et après avoir cité abondamment l'ANC, je vous dis, après avoir cité abondamment l'ANC, la CNDH dit les préoccupations relatives au découpage électoral sont réelles et récurrentes. Réelles, c'est-à-dire elle dit la même chose que vous, ça hésite, et récurrente, elle dit la même chose que vous, que ça fait longtemps qu'on en parle, ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, réelle et récurrente. Donc, nous avons bien fait de la saisir. Et maintenant, nous attendons que des dispositions soient prises pour que, enfin, le découpage soit équitable. Mais les propositions qu'on entend par-ci, par-là, une commune, un député, ça veut dire, on prend la commune et on dit, la commune devient circonscription électorale. Et non, la question n'est pas le nombre de députés. La question c'est quoi? C'est le poids de chaque, l'égalité du poids de chaque député au sein de la représentation nationale. On peut avoir 10 députés, je prends un chiffre comme ça, mais des députés de même poids. Ça dépend des circonscriptions, comment les circonscriptions sont créées, etc. Mais c'est le poids, l'égalité du poids des députés au sein de la représentation nationale qui importe. Ce n'est pas le nombre des députés. On peut aller à 200 députés sans régler le problème ou en accentuant même le problème. Quand on veut répondre à une préoccupation, il faut d'abord comprendre la préoccupation. Sur quoi est fondée la préoccupation? On ne fait pas, on ne dit pas, on va passer à 117 et puis bon, on passe à 117. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Donc, il ne s'agit pas d'un coup de poker, ni un baroud d'honneur, puisque finalement, la Commission nationale des droits de l'homme saisit, pas par nous, mais sur la base de notre étude. Vous aurez le document qui s'appelle rapport d'investigation. Ce document nous a cité abondamment, a pris notre étude comme base pour dire l'ANC a dit ceci, l'ANC a dit ceci, et dit finalement les préoccupations relatives au découpage électoral sont réelles. Réelles. Ça, c'est une grande victoire. Ça fait 12 ans que nous avons enclenché le débat. Nous n'avons pas abdiqué. Nous avons fini par saisir la CNDH. Et on dit, vos préoccupations sont réelles et récurrentes. Et on demande au gouvernement, la CNDH demande au gouvernement de prendre les mesures pour régler le problème en concertation avec la classe politique, discussion avec la classe, pas que le gouvernement aille et dise, bon, finalement, puisque certains disent qu'il faut aller à 117, bon, on passe à 117. Non. Quand on veut régler un problème, on le règle. On ne le règle pas avec légèreté. Donc, voilà
ce n'est ni un baroud d'honneur, ni un coup de poker. Merci, Monsieur le Président. Je voulais rappeler à Clinquin et Séras que lors des discussions avec la CEDEAO en 2018, le dossier qui a été fourni et qui a été présenté à tous les chefs d'État de la CEDEAO, c'est un dossier de l'ANC. Nous en avions parlé sur le découpage. Et puis, je dois vous dire aussi que à la concertation nationale des acteurs politiques qui a démarré en janvier 2021, l'ANC avait inscrit à l'ordre du jour le découpage électoral. Et nous avons demandé à ce que ça soit discuté, débattu. Puis, lors de la première réunion du CPC, nous avons remis ça sur la table en disant que nous n'avons pas obtenu gain de cause. On n'était pas à la veille d'échéance électorale. En 2021. Pardon? Il n'y a pas de tumulte comme maintenant. De la question. Ah, mais le On a tumulte. toujours fait, c'est vous qui n'avez pas suivi peut-être, ni relayé. Nous n'avons pas fait votre travail à votre place. C'est à vous. C'est à vous de vous documenter, de prendre les dossiers et de voir ce que nous disons. Nous disons toujours la même chose. Si vous voulez, je peux vous les ressortir, tous nos dossiers. Tout le vous temps. verrez que sur de longues années, nous n'avons pas arrêté une seule fois d'en parler. Je vous remercie. Ah, ok. Oui, il faut y aller. Il commence. Merci, Monsieur le Président. République of Togo demande à savoir si le problème que nous posons sur la fin du mandat est juridique ou politique. Évidemment qu'il est juridique. Il est juridique en ce sens qu'il est traité par l'article 52 de la Constitution togolaise. Je disais que le problème que pose le République of Togo sur la fin du mandat de l'Assemblée nationale est bien juridique, d'autant plus qu'il est traité par l'article 52 de la Constitution. Article 52. Article 52. L'article 52 dit, en son deuxième alinéa, les élections ont lieu, parlant des législatives, dans les 30 jours précédant l'expiration du mandat des députés et au même point. Ça dit que c'est absolu. Maintenant, cet alinéa poursuit. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit la date de la proclamation officielle des résultats. Et quand vous allez au dernier alinéa, dont fait référence le FPT Uni, et pour justifier la prolongation, si on peut le dire ainsi, du mandat des députés, cet alinéa dit: les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat sortant par fin de mandat ou dissolution restent en fonction jusqu'à la prise de fonction effective de leurs successeurs. Vous allez remarquer que cet alinéa met le curseur sur la prise de fonction effective, pas sur l'organisation des élections. Ça voudrait dire que
les élections étant prévues pour être organisées dans les 30 jours qui précèdent la fin du mandat des députés, peuvent être tenues la veille du mandat. Et si elles sont tenues la veille du mandat, les résultats ne seront pas proclamés le jour de la fin du mandat. Les recours auprès de la CENI, auprès de la Cour constitutionnelle, jusqu'à la proclamation des résultats, on aura dépassé la fin du mandat. Il peut également arriver qu'il y ait des troubles, des choses qui empêchent la prise de fonction des nouveaux élus. C'est de ça qu'il est question. C'est pour cela que le législateur a mis le curseur sur la prise de fonction effective des nouveaux élus et non sur l'organisation des élections. Et vous avez pu constater que l'ANC ne parle pas de vide constitutionnel. Nous n'avons jamais dit ça, nous ne disons pas de vide constitutionnel. Nous parlons d'un gouvernement de fait, des institutions de fait. Donc ce problème est juridique. Et vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui qu'il y a eu des crises depuis 5 ans qui auraient pu empêcher la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Et justifier un glissement. Qui puisse justifier donc ce glissement. Il n'y en a pas eu. Donc s'il n'y a pas eu organisation de ces élections dans les délais constitutionnels, c'est la faute au gouvernement. C'est la faute au gouvernement à qui le peuple a confié le mandat d'organiser les élections à travers la majorité parlementaire. Puisque le gouvernement est la conséquence de la majorité parlementaire. Dès lors que l'Assemblée nationale n'a plus de mandat, puisque le peuple lui a confié un mandat clair et fixe, 5 ans. Les 5 années étant dépassées, l'Assemblée nationale n'a plus ce mandat du peuple. Le gouvernement qui en est la conséquence devient illégal et illégitime. Maintenant, vous demandez à savoir pourquoi l'ANC s'adresse au gouvernement pour faire des choses. Vous avez pu constater dans notre déclaration, nous parlons du gouvernement sortant. Et nous demandons qu'il y ait des discussions dégageant un consensus pour permettre la prise de décision et sa mise en application. Donc notre déclaration est un tout. Il ne faut pas dissocier un paragraphe de l'autre. Faisons le constat que l'Assemblée nationale n'a plus de mandat constitutionnel, que le gouvernement, qui est la conséquence de la majorité parlementaire, perd sa légitimité et en appelle à des discussions de toute la classe politique pour ensemble organiser les élections à venir. Pour le moment, nous n'avons pas dit qu'il faut mettre en place une assemblée, qu'il faut faire ceci. Tout dépendra des discussions à mener. C'est pour cela que notre déclaration parle d'accord politique. Merci, Monsieur le Président. Merci. Quelques petites clarifications. Nous, d'abord, vous avez posé une question. Est-ce que c'est juridique ou politique? Vous croyez que vous pouvez faire des revendications politiques sans base juridique? Votre affaire ne repose sur rien. Donc, c'est juridique d'abord. Nous n'avons jamais dit parler de vide juridique ou vide constitutionnel. Parce que nous essayons de travailler un peu. Un vide juridique se crée lorsqu'une situation survient alors que la loi n'a pas prévu sa solution. La loi ne l'a pas prévu. Ça veut dire qu'il y a un vide juridique. C'est ça, le vide juridique. La loi ne l'a pas prévu et la situation survient. Ça arrive, ça arrive. Mais nous n'avons
jamais dit dans le cas présent qu'il s'agit d'un vide juridique. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, vide constitutionnel. Nous n'avons jamais écouté certains, juristes, constitutionnalistes, parler de ça. Mais on ne s'est pas senti concerné puisqu'on n'a jamais dit ça. Notre position est claire. Le gouvernement procède de la majorité parlementaire. Ça veut dire le gouvernement tire son origine de la majorité parlementaire. Ainsi, c'est ça. Procède. Le gouvernement procède, ça veut dire provient de, est issu de. C'est ça, ça veut dire. Donc, vide ou pas vide, ou je ne sais pas quoi, nous avons une définition. Nos textes disent que le gouvernement procède de la majorité parlementaire. S'il n'y a pas de majorité, le gouvernement est en l'air comme une chauve-souris. Il n'y a plus rien. Et maintenant, nous disons, voilà, vous n'avez pas plus de base légale. Fini. Il faut qu'on discute. Et il ne faut pas que, au Togo, comme d'habitude, suivre le gouvernement de Oulé ou le RPT qui utilise toujours des textes, des lois mal, et essaye d'aller chercher quelque chose pour régler une situation. Le gouvernement va chercher, essaye de faire jouer à l'article, au dernier alinéa de l'article 52, un rôle qui n'est pas prévu pour lui. C'est ce que le gouvernement essaie de faire. Mais comme habituellement, il a toujours raison, il fait ce qu'il veut, mais il le fait. Et puis, les gens se taisent. Mais qu'on n'attend pas de nous qu'on se taise. On a mis 12 ans pour que la CNDH reconnaisse, alors que la CNDH a la capacité de saisine. Ça veut dire qu'elle pouvait être informée de la situation du découpage au Togo et se dit, je m'auto-saisis et je règle cette affaire. Nous avons mis 12 ans, non, 13 ans, janvier 2011 à janvier 2024, 13 ans. Donc, nous continuons de nous battre et nous disons, le rôle que le gouvernement essaie de faire jouer au dernier alinéa de l'article 52, ce rôle n'est pas prévu pour lui. Ce n'est pas prévu pour justifier les glissements qui procèdent de la négligence ou de calcul, Ou la volonté. de la volonté du pouvoir. Il se pourrait que le gouvernement peut dire, si je fais les élections dans 3 mois, dans 4 mois, c'est mieux pour moi. Pendant ce temps, j'ai semé la confusion suffisamment dans les esprits pour avoir quelqu'un. Donc, nous ne sommes pas là pour accepter l'attitude du gouvernement. Nous sommes là comme opposition pour relever tout ce que le gouvernement fait d'illégal. Voilà ce que je voudrais ajouter. Est-ce que l'AMC se piège elle-même? Non. M. Manti a déjà répondu. Une autre série de questions, une autre liste. De la sortie de RPT Uni qui est en train de faire pré-campagne en offrant vivre et de non-vivre à la population. Et le RPT Uni n'est pas le seul, donc on voit aussi certains petits partis politiques qui le font. Ma question est de savoir qu'est-ce qui empêche ANC en ce moment-là de faire ces gestes-là auprès de la population, mais cela aussi sur le plan social. Ma deuxième préoccupation, si jusque-là, vos problèmes, c'est-à-dire sur le découpage électoral, le consensus n'est pas trouvé, est-ce que ANC ira aux élections?
c'est Judas Victor FM. Moi, j'aimerais savoir, au-delà de tout, en écoutant les premières déclarations de l'ANC, le boycott des pluies à l'ordre du jour. Concrètement, comment vous préparez ces élections par rapport à nos activités sur le terrain? Comment vous abordez ce nouveau scrutin qui arrive? Oui, j'ai deux petites préoccupations. La première concerne la disparition de monseigneur Dojo. C'est bien que vous l'avez effleuré au début de la conférence de presse. J'aimerais savoir, Monsieur le Président, en tenant compte des relations qui existaient entre vous et l'archevêque, est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez de n'avoir pas fait la paix avec lui avant sa disparition? Ma deuxième préoccupation concernant le processus électoral, on sait que depuis quelques années, le Togo organise des élections sur fonds propres, ce qui a entraîné aussi le fait que l'Union européenne n'envoie plus d'observateurs électoraux surveiller les élections de Togo. Est-ce que vous regrettez également dans ce sens le fait que l'Union européenne n'envoie plus d'observateurs électoraux pour surveiller les élections de Togo? Je le dis en ce sens que souvent, ces observateurs, à la fin du processus électoral, font des recommandations au gouvernement qu'il est tenu de... Achat de conscience. Hein? Ça s'appelle achat de conscience. La première question posée par la une, c'est un petit peu de répéter ce livre à des manœuvres d'achat de conscience. Qu'est-ce qui empêche l'ANC de faire la même chose? Pourquoi vous n'allez pas, vous aussi, acheter des consciences? Bon. Très simplement, on dit, parce que c'est puni par la loi. C'est ça, non? C'est puni par la loi. Si vous commettez des actes punissables, vous êtes puni. Et si celui qui commet l'acte se juge non punissable, si vous vous livrez à ça, vous serez puni. Et d'ailleurs, nous avons, puisque c'est puni par la loi, nous avons prévu de prendre certaines dispositions. Je m'arrête là-dessus. Et quand vous êtes des gens intelligents, vous pouvez comprendre. Je suis sûr. Donc, c'est puni par la loi. Je n'ai pas l'article en tête. L'article 136. Article 136. Code électoral. Quiconque, par don ou promesse, d'avantages financiers ou matériels, influence ou tente d'influencer l'exercice ou non du droit de la liberté de vote d'un ou de plusieurs personnes directement ou par entremise d'un tiers est puni d'une peine de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement et d'une amende d'1 million à 5 millions de francs CFA, assortie d'une interdiction du droit de vote et d'être éligible pendant 5 ans. Nous connaissons. Le problème, c'est que nous connaissons la loi. C'est notre problème. Il faut la loi. Nous la respectons, ils ne la respectent pas. Donc, c'est puni par la loi. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que c'est puni par la loi. Monsieur l'a une. C'est ça le problème.
Si le consensus n'est pas trouvé, c'est toujours la une. Est-ce qu'on ira aux élections? J'ai toujours dit que notre problème, c'est toujours vous me posez des questions. Vous voulez savoir des choses avant que la chose arrive. C'est votre droit. D'accord? Mais c'est notre droit aussi de vous dire, vous êtes trop curieux. Hein? Vous avez le droit d'être curieux. Mais pas d'être curieux devant des gens qui sont vigilants. Donc, nous sommes vigilants. Vous verrez ce qu'on va faire. Mais vous attendez toujours qu'on dise « Ah, mais on fera ceci, on fera ceci. » Ah, mais faites votre travail, nous faisons le nôtre. Ainsi, il y aura aux élections. On va dire, même s'il dit « Non, je ne vais pas aux élections. Ouais, je vais aux élections, qu'il pleuve, qu'il neige. » Non. Alors, Gildas demande aussi la même chose, quoi. Comment vous préparez-vous? Bon, on se prépare. On se prépare. Vous savez que dans le flou, là, c'est difficile de se préparer. Il y a quelqu'un qui vous surveille et qui dit, est-ce qu'il se prépare? J'additionne encore 2 semaines ou 3 mois ou des choses comme ça. Donc, on se prépare. On envoie des délégations, on a fait des meetings, on a fait des choses ici, on a fait des meetings. On se prépare. Il y a une tournée. Est-ce qu'elle a démarré? Elle part le 19. Il y a une tournée. On se prépare. Hein, monsieur Gildas? Comment on prépare? Si vous gaspillez tous vos moyens, vous devez courir un marathon. Vous courez comme si c'était un 100 mètres. Ben, quand le moment arrivera, vous n'aurez plus de moyens. D'accord? Vous devez savoir doser votre effort. On ne court pas un 400 mètres comme on court un 100 mètres. On ne court pas un marathon comme on court un 100 mètres. Ça va répartir son effort sur la durée. Donc c'est pour ça qu'il est question. Ouais. Il y a une question qui concerne le décès de Monseigneur Poli. En ce qui nous concerne, nous avons dit sur cet événement ce que nous avons à dire. C'est fini. On a dit ce qu'on a à dire sur cet événement. Si vous voulez, je le répète. On présente nos condoléances au clergé catholique, à la communauté catholique, à la famille du défunt. Et on prie pour que son âme repose en paix. C'est tout. C'est clair et net. Les élections sur fonds propres. Le fait que l'Union européenne, non, que le Togo organise les élections, se disent capables d'organiser les élections sur fonds propres pour empêcher ceux qui seraient tentés parce qu'ils ont donné de l'argent de regarder un peu dans les élections, pour les empêcher de s'intéresser de trop près aux élections. C'est le Togo qui refuse le financement extérieur. Je suis capable, souverainement, puisque je suis fatigué de la France-Afrique et du reste. Comme je fais partie de ceux qui sont fatigués, j'organise mes élections.
Je vous rassure. Mais là où celui qui a posé la question se trompe, et surtout il a évoqué les recommandations des missions d'observation électorale de l'Union européenne à la suite du financement. Eh bien, je dis, après l'élection de 2007, les élections législatives de 2007, rapport de la mission a un rapport présenté, en tout cas courant 2007. Et il y a une recommandation qui concerne quoi? Qui concerne le découpage électoral. Après, le rapport Strauss qui lui date de 1997, qui a déjà identifié un problème fondamental au Togo, le découpage électoral. 2007, c'est 10 ans après. Rapport Strauss, Thirier, 97. 2007, mission d'observation électorale de l'Union européenne, rapport présenté par Madame Fiona Hall. Notre ami dit que est-ce qu'on ne regrette pas que l'Union européenne ne finance pas pour être capable? L'Union européenne finançait, faisait des recommandations. Le Togo s'en fichait. Nous parlons encore du découpage actuellement. En 2024, ça veut dire 17 ans après le rapport Fiona Hall. Donc, ce n'est pas tout à fait exact de dire que parce que l'Union européenne ne finance pas, il n'a plus la possibilité, non. Même s'il finançait, il dit les choses, le Togo s'en fiche. Mais là, c'est CNDH, ce n'est pas l'Union européenne. CNDH dit qu'il faut remédier à ça. C'est écrit, vous aurez le texte bientôt. C'est écrit quelque part, je ne vais pas. Je dis au gouvernement, vous aurez le texte. Et je vous prie de lire le texte, de bien le lire et de vérifier combien de fois la CNDH cite l'ANC. C'est du travail. Le travail d'un parti de l'opposition, ça consiste à quoi? À travailler. Le travail, c'est travailler. Être sérieux, rigoureux et travailler. Ça n'est pas diffamer, dénigrer, médire. Non. Travail. Donc, c'est écrit à l'endroit du gouvernement, formuler les recommandations. En tout cas, ils ont dit il faut régler tous ces problèmes, encourager, faciliter le dialogue. Bon, moi, je vous conseille de bien lire la déclaration liminaire, parce qu'on a répondu un peu au document rapport d'investigation. Mais ce qui nous intéresse le plus dans ça, c'est que c'est la fameuse phrase les préoccupations relatives au découpage électoral sont réelles et récurrentes. Est-ce que l'ANC récurrente, répète depuis 10 ans, depuis 12 ans, de la population, qui serait la moitié de la population. Bon, donc,
La CENI a arrêté dans la zone 1. La zone 1. Et la CENI n'a rien arrêté dans les autres zones. Ce qui donne le résultat que M. Dupuis a commenté tout à l'heure. La zone 1. Lorsque la CENI a publié ses résultats, les résultats des inscrits, il suffit de comparer les inscrits au RGPS, au résultat du recensement général de la population et de l'habitat, 5e édition, publiée l'année dernière. Il suffit de comparer. Vous mettez dans une colonne RGPH 5, dans la deuxième colonne, le fameux. Ça s'appelle l'achat de conscience. La première question posée par la une, c'est un petit peu de répéter ce livre à des manœuvres d'achat de conscience. Qu'est-ce qui empêche l'AFC de faire la même chose? Pourquoi vous n'allez pas, vous aussi, acheter des consciences? Bon. Très simplement, parce que c'est puni par la loi. C'est ça la loi. C'est puni par la loi. Si vous commettez des actes punissables, vous êtes puni. Et si celui qui commet l'acte se juge non punissable, s'il faut vous livrer à ça, vous serez puni. Et d'ailleurs, nous avons, puisque c'est puni par la loi, nous avons prévu de prendre certaines dispositions. Je m'arrête là-dessus. Et donc vous êtes déjà intelligent pour le moment. Je suis sûr. Donc c'est puni par la loi. Je mets l'article en tête. Article 136. Article 136. Code électoral. Quiconque par ou promesse d'avantages financiers ou matériels influence ou tente d'influencer l'exercice ou non du droit de la liberté de vote d'un ou de plusieurs personnes directement ou par entremise d'un tiers est puni d'une peine de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement et d'une amende d'1 million à 5 millions de francs CFA assortie d'une interdiction du droit de vote et d'être éligible pendant 5 ans. Nous connaissons. Le problème, c'est que nous connaissons la loi. C'est notre problème. Il faut la loi. Nous la respectons, ils ne la respectent pas. Donc, c'est puni par la loi. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que c'est puni par la loi. Monsieur l'a une. C'est ça le problème. Alors, si le consensus n'est pas trouvé, c'est toujours la une. Ouais. Est-ce qu'on verra aux élections? J'ai toujours dit que mon problème, c'est toujours vous me posez des questions. Vous voulez savoir des choses avant que la chose arrive. C'est votre droit. D'accord? Mais c'est notre droit aussi de ne pas de vous dire, vous êtes trop curieux. Vous avez le droit d'être curieux. Mais pas d'être curieux devant des gens qui sont vigilants. Donc, nous sommes vigilants. Vous verrez ce qu'on va faire. Mais vous attendez toujours qu'on dise, ah mais on fera ceci, on fera ceci. Ah mais faites votre travail, nous faisons le nôtre. L'ANSI dira aux élections, on va dire, l'ANSI dira non, je ne dirai pas aux élections.
Ouais, je vais contre les élections, qu'il pleuve, qu'il neige. Non. Alors, Gildas demande aussi la même chose, quoi. Comment vous préparez-vous? Bon, on se prépare. On se prépare. Vous savez que dans le flou, là, c'est difficile de se préparer. Il y a quelqu'un qui vous surveille et qui dit, est-ce qu'il se prépare? J'additionne encore 2 semaines ou 3 mois ou des choses comme ça. Donc, on se prépare. On envoie des délégations, on a fait des meetings, on a fait des choses ici, on a fait des meetings. On se prépare. Il y a une tournée. Est-ce qu'elle a démarré? Elle parle elle parle au 19. Il y a une tournée. Elle dit, on se prépare. Hein, monsieur Gildas? Comment on prépare? Si vous gaspillez tous vos moyens, vous devez courir un marathon. Vous courez comme si c'était un 100 mètres. Ben, quand le moment arrivera, vous n'aurez plus de moyens. D'accord? Vous devez savoir doser votre effort. On ne court pas un 400 mètres comme on court un 100 mètres. On ne court pas un marathon comme on court un 100 mètres. Il faut savoir répartir son effort sur la durée. Donc c'est de ça qu'il est question. Il y a une question qui concerne le décès de Monseigneur Popo. En ce qui nous concerne, nous avons dit sur cet événement ce que nous avons à dire. C'est fini. On a dit ce qu'on a à dire sur cet événement. Si vous voulez, je le répète, on présente nos condoléances au clergé catholique, à la communauté catholique, à la famille du défunt. Et on prie pour que son âme repose en paix. C'est tout. C'est clair et net. Les élections sur fonds propres. Le fait que l'Union européenne, non, que le Togo organise les élections, se disent capables d'organiser les élections sur fonds propres pour empêcher ceux qui seraient tentés parce qu'ils ont donné de l'argent de regarder un peu dans les élections, pour les empêcher de s'intéresser de trop près aux élections. C'est le Togo qui refuse le financement. Et je suis capable, souverainement, puisque je suis fatigué de la France-Afrique et du reste. Comme je fais partie de ceux qui sont fatigués, j'organise mes élections. Bon, je vous rassure. Mais là où celui qui a posé la question se trompe, et surtout il a évoqué les recommandations des missions d'observation électorale de l'Union européenne à la suite du financement. Et bien, je dis, après l'élection de 2007, les élections législatives de 2007, rapport de la mission a rapport présenté, en tout cas courant 2007. Et il y a une recommandation qui concerne quoi? Qui concerne le découpage électoral.
dossier lui date de 1997, qui a déjà identifié un problème fondamental au Togo, le découpage électoral. 2007, c'est 10 ans après. Rapport Strauss-Thirier, 97. 2007, mission d'observation électorale de l'Union européenne, rapport présenté par Madame Fiona Hall. Notre ami dit que est-ce qu'on ne regrette pas que l'Union européenne ne finance pas pour être capable? L'Union européenne finançait, faisait des recommandations. Le Togo s'en fichait. Nous parlons encore du découpage actuellement. En 2024, ça veut dire 17 ans après le rapport sur le Hall. Donc, c'est pas tout à fait exact de dire que parce que l'Union européenne ne finance pas, il n'a plus la possibilité, non. Même s'il finançait, il dit des choses, le Togo s'en fiche. Mais là, c'est CNDH, ce n'est pas l'Union européenne. CNDH dit qu'il faut nous dire ça. C'est écrit, vous aurez le test bientôt. C'est écrit quelque part, je dis au gouvernement. Ils auront le test. Vous aurez le test. Et je vous peux donner le test, de bien le lire et de vérifier combien de fois la CNDH cite l'AMC. C'est du travail. Le travail d'un parti de l'opposition, ça consiste à travailler. Le travail, c'est travail. Être sérieux, rigoureux et travail. Ça n'est pas diffamer, dénigrer, mentir. Non. Travail. Donc, c'est écrit à l'endroit du gouvernement, formuler des recommandations. En tout cas, ils ont dit il faut régler ce problème, encourager, faciliter le dialogue. Bon, moi, je vous conseille de bien lire la déclaration liminaire, parce qu'on a répondu un peu au document rapport d'investigation. Mais ce qui nous intéresse le plus dans ça, c'est que c'est la fameuse phrase les préoccupations relatives au découpage électoral sont réelles et récurrentes. Est-ce que l'ANC récurrente, répète, depuis 10 ans, depuis 12 ans, 13 ans, réel, on n'a pas inventé. On a fini par avoir raison. Maintenant, on va voir ce qui va être. Donc, on se bat. Il ne s'agit pas d'avoir raison sur la réalité de l'iniquité du découpage. Il faut peser pour que cela soit corrigé. Corrigé sérieusement et non sur proposition de gens qui n'ont même pas compris le fond du problème. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste ajouter un mot à la dernière question. J'ai souhaité quand notre ami a parlé de surveiller les élections. L'Union européenne ne vient pas pour surveiller les élections, mais pour observer les élections. Et la question que je me pose, est-ce qu'on a besoin de financer ou de cofinancer les élections pour observer le bon déroulement de
du scrutin. Et pourquoi le gouvernement togolais qui finance ses propres élections n'inviterait pas des observateurs sincères pour venir voir comment les choses se passent et confirmer la transparence et l'équité des élections. Rappelez-vous qu'en 2020, je crois, on aurait interdit aux églises d'envoyer des observateurs. Pourtant, le coup ne finançait pas la présidentielle de 2020. Donc, c'est toujours dans le souci d'éviter la transparence des élections qu'on ne veut pas des yeux étrangers dans ce qui se passe dans les scrutins. Merci. Bien, je vais quand même insister sur un point sur lequel on est passé, ou on a semblé passer pas suffisamment. C'est le fichier électoral. C'est le fichier électoral. La loi dit simplement, pour s'inscrire sur le fichier électoral, il faut être togolais et avoir 18 ans. Donc, ceux qui étaient dans les files d'attente, ils avaient de quoi prouver qu'ils étaient togolais et qu'ils avaient plus de 18 ans. Et la CENI, au motif que les inscriptions ont atteint une norme internationale, a arrêté, donc la CENI a arrêté l'inscription de gens qui étaient dans les files d'attente. Au motif qu'ils sont atteints, que la CENI a atteint la norme internationale, qui serait la moitié de la population, qui serait la moitié de la population. Bon, donc la CENI a arrêté dans la zone 1. La zone 1. Et la CENI n'a rien arrêté dans les autres zones. Ce qui donne le résultat que M. Dupuis a commenté tout à l'heure, la zone 1. Lorsque la CENI a publié ses résultats, le résultat des inscrits, il suffit de comparer les inscrits au résultat du recensement général de la population et de l'habitat, 5e édition, publié l'année dernière. Il suffit de comparer. Vous mettez dans une colonne RGPH 5, dans la deuxième colonne la fameuse norme, la moitié de la population, ça veut dire RGPH 5 divisé par 2, et vous comparez. Eh bien, savez-vous ce que ça donne? Chers amis, savez-vous ce que ça donne? Ça donne que selon la norme internationale, ou selon les résultats publiés par la CENI, la zone 1 n'a pas encore atteint la fameuse norme qu'invoque la CENI pour justifier l'arrêt des inscriptions. Est-ce que je me fais bien comprendre? Si vous prenez cela, vous voyez que RGPH maritime, RGPH 5, 3 534 991. Norme internationale selon la CENI. Ça veut dire RGPH 5 divisé par 2. 1 767 496 électeurs recensés, 1 745
0,26. On dit la norme n'est pas encore atteinte. Et il reste 22 000. Si on prend le raisonnement de la CENI, donc ça veut dire la CENI, soit elle s'est trompée ou elle ment. Et sur dans tout le pays, vous faites la même approche. Et vous comparez norme internationale et lecteur recensé. Et vous trouvez, dans le plateau, on a recensé plus que la norme, 73 000, plus que la norme. Dans la centrale, on a recensé 31 000, plus que la norme. Ça veut dire là-bas, quand la norme est atteinte, on n'arrête pas. Dans la Cara, on a recensé 53 040, plus que la norme. De plus que la norme, hein, la fausse norme, la fameuse norme de la CENI. Quand ça atteint la norme là-bas, on n'arrête pas. On continue jusqu'à recenser 53 000 de plus que la fameuse norme. Et dans la savane, on a continué de recenser 20 000 de plus que la norme, lorsque la norme est atteinte. Et pourquoi on n'a pas appliqué la même règle à la région maritime? Ouais, nous avons dit que dans la région maritime, il faut 141 000 personnes pour un député. Et que la région maritime est laissée. Eh bien, on démontre. La CENI a encore démontré que la région maritime est dans son viseur. Ça doit être corrigé. Les chiffres ne mentent pas. Il faut demander à la CENI quelle est ta norme. Comment tu calcules ta norme? Ce n'est pas SGPH divisé par 2. D'accord. Maintenant, ce que tu as recensé, on va comparer. Et on va trouver que la norme n'était pas encore atteinte. La norme, selon toi, n'était pas encore atteinte dans la région maritime lorsque tu as arrêté le recensement. Et tu dois reprendre le recensement. C'est ce que nous attendons de la CNDH. Nous l'avons saisi, comme c'est dit dans ce document. Voilà, je crois que là maintenant on a bien appuyé sur le recensement. Vous dites, on a arrêté parce qu'ils ont dépassé. Et vos chiffres montrent qu'ils n'ont pas dépassé. Et là où on a dépassé, selon vos chiffres, vous n'avez pas arrêté. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc vous recommencez. Voilà. Bien, s'il n'y a plus de questions, il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'être venu nous écouter. Et bon, c'est pas la peine, mais je réitère mes vœux pour vous-même et pour vos familles, nos vœux de bonheur, de santé, de prospérité pour vous-même et pour vos familles. Et puis, en ce qui nous concerne, nous continuons de travailler. Et nous comptons sur vous pour expliquer ce que nous venons de dire. Peut-être un peu mieux que nous, là où nous avons mal expliqué. Si vous avez bien compris, nous comptons sur vous pour